L'Égypte régnait comme détentrice de la plus ancienne pyramide connue, jusqu'à ce qu'une structure récemment mise au jour en Indonésie semble la devancer de plusieurs millénaires. Si cette hypothèse se confirme, cela réécrirait notre histoire. La première pyramide aurait émergé durant la dernière ère glaciaire et se dresserait aujourd'hui au cœur de la jungle. À première vue, Gunung Padang n'évoque guère une pyramide. L'ensemble paraît plutôt une vaste éminence jonchée de pierres éparses. Toutefois, des fouilles récentes ont révélé, bien en profondeur, des aménagements lithiques enfouis en plusieurs strates, nettement plus anciennes et plus profondes qu'on ne l'imaginait. Nous parlons d'une datation pouvant atteindre 27 000 ans. L'affaire devient capitale, dès lors qu'elle touche à l'histoire humaine. À ce jour, la plus ancienne société connue possédant un tel savoir architectural remonte à environ 11 000 ans et occupait la région correspondant à la Turquie actuelle. Nous avons déjà abordé Göbekli Tepe dans d'autres vidéos. Gunung Padang divise la communauté scientifique et soulève des interrogations majeures, potentiellement déterminantes. Le site, tenu pour sacré depuis longtemps par les habitants, est encore appelé la montagne de l'illumination et demeure employé pour des cérémonies mystiques. Les Occidentaux ignoraient l'existence de cet endroit jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est alors qu'un explorateur néerlandais, ayant entendu des rumeurs au sujet d'une montagne singulière, décida d'en vérifier la réalité. À seulement 4 heures au sud de Jakarta, il découvrit un paysage saisissant. Des terrasses superposées reliées par des degrés de pierre grossière, d'immenses dalles couvrant le sol et d'imposants piliers dressés çà et là. À ses yeux, cela évoquait un ancien site cérémoniel, peut-être même un lieu de sépulture. Pendant près d'un siècle, l'archéologie dominante a délaissé Gunung Padang. L'affaire ressurgit lorsqu'un groupe d'agriculteurs remit la montagne en lumière en 1979. Au cours des années 80, les chercheurs entreprirent enfin des fouilles et mirent au jour des fragments de poterie datés entre 45 avant et 22 après Jésus-Christ. Mais c'est ici que l'ensemble prend une tournure singulière. Certaines analyses indiquent que les strates les plus profondes de Gunung Padang auraient entre 16 et 27 000 ans. Une telle ancienneté impliquerait une construction durant la dernière ère glaciaire, ce qui en ferait un édifice antérieur aux fameuses pyramides d'Égypte, longtemps tenues pour les premières du monde. Cette hypothèse émane du géologue Danny Hillman. Son équipe a mobilisé un radar pénétrant, des carottages et la datation au carbone pour examiner Gunung Padang, et leurs découvertes se révélèrent étonnantes. D'après Hillman, le site s'apparenterait à une immense structure stratifiée, édifiée par étapes au fil de millénaires. La couche la plus récente présente un âge estimé entre 3 et 4 millénaires, soit une période comparable à celle des pyramides égyptiennes. En sondant davantage, on atteint l'unité 2, érigée il y a approximativement 7500 à 8000 ans. Toutefois, c'est l'ultime niveau qui bouleverse réellement les esprits. Hillman soutient que l'unité 3 pourrait remonter à 27 000 ans. Ces travaux laissent entendre que Gunung Padang ne serait pas une simple colline, mais une pyramide à degrés intégrant des chambres et des cavités souterraines, même si peu d'éléments concrets subsistent à leur sujet. Le géologue reconnaît que son interprétation paraît extravagante, mais affirme s'appuyer sur des données authentiques et parfaitement recevables. Il ne s'agit toutefois que d'une théorie. Les contradicteurs de Hillman soutiennent que Gunung Padang ne serait pas d'origine humaine, mais relèverait de formations naturelles, à l'exception éventuelle des parties supérieures qu'ils désignent comme l'unité 1. Ce sont les niveaux inférieurs, ceux qui pourraient bouleverser notre histoire, qui cristallisent les débats. Pour saisir l'enjeu, il faut s'intéresser au sol. La région où s'élève Gunung Padang est dominée par les volcans, ce qui signifie que l'ensemble repose sur un substrat volcanique. L'équipe de Hillman fora le monticule et mit au jour un élément troublant, un sol plus récent coincé entre des strates rocheuses nettement plus anciennes. À leurs yeux, cela constituait l'indice manifeste d'un empilement intentionnel plutôt que d'une formation naturelle. En effet, dans les processus géologiques, un dépôt jeune ne s'enfonce pas spontanément sous des roches anciennes. Ce serait comme découvrir une encre fraîche sous les feuillets d'un ancien manuscrit. Tout ceci ne colle pas, à moins qu'une main humaine soit intervenue. Cependant, des spécialistes sceptiques, tels que le volcanologue Sutikno Bronto, soutiennent que Gunung Padang n'aurait rien d'une pyramide façonnée par l'homme, mais correspondrait plutôt aux vestiges d'un ancien volcan.
Il estime que l'entremêlement de sols récents et de roches anciennes résulte de l'érosion naturelle et de dynamiques géologiques, non d'un travail humain. L'activité volcanique peut engendrer, au fil des siècles, des formes singulières, et faute d'indices tangibles, outils, gravures, restes humains. Nombre d'experts demeurent peu convaincus. Le cœur de l'énigme réside dans ce paradoxe. Observons-nous les vestiges d'une civilisation disparue ou interprétons-nous, à tort, les caprices de la nature ? La majorité des archéologues rappellent que la preuve d'une société ancienne exige des marqueurs culturels, art, outils, aménagement. Bref, des traces indéniablement humaines. C'est précisément pour cette raison que l'archéologue Flynn Dibble, principal contradicteur de Hillman, rejette l'idée d'une pyramide. Selon lui, sans indice formel d'activité humaine, tout ce que l'on peut affirmer est que le sol du monticule date de 27 000 ans, ce qui ne démontre nullement que des bâtisseurs érigeaient des pyramides à cette époque reculée. Cependant, plus nous creusons dans les strates du passé, plus nous constatons que nos ancêtres possédèrent des capacités insoupçonnées. L'hypothèse de civilisation avancée durant l'ère glaciaire paraît extravagante à de nombreux archéologues. Après tout, qui aurait pu disposer du savoir et des moyens nécessaires pour édifier de vastes structures, telles que des pyramides, dans un environnement si rigoureux? C'est à ce stade qu'interviennent certains chercheurs, en particulier Graham Hancock. Hancock est connu pour ses théories controversées, affirmant que des civilisations avancées auraient pu exister durant l'ère glaciaire. La dernière glaciation s'étendit d'environ 2,5 millions d'années, jusqu'à quelques 11 700 ans avant nos jours. À son apogée, d'immenses calottes recouvraient une large partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, rendant la survie humaine difficile. La plupart des archéologues estiment que les populations de cette époque étaient surtout des groupes de chasseurs-cueilleurs, se déplaçant en quête de nourriture et d'abri. L'idée qu'ils aient possédé les compétences nécessaires pour édifier une structure massive de type pyramidal demeure difficile à admettre. Pourtant, des chercheurs comme Hancock soutiennent que des civilisations avancées de l'ère glaciaire auraient pu exister et être anéanties par des cataclysmes, tels que des inondations provoquées par la fonte rapide des glaciers. Selon Hancock, ces cultures très anciennes auraient pu ériger des structures monumentales telles que des pyramides. L'un de ses ouvrages majeurs, L'empreinte des dieux, approfondit longuement cette hypothèse. Il y examine divers indices matériels issus de monuments anciens, comme la pyramide de Khéops ou les ensembles mégalithiques d'Amérique du Sud, et avance qu'ils pourraient constituer les traces résiduelles d'une civilisation oubliée. Les théories de Hancock supposent que le savoir et les techniques transmis par cette culture perdue auraient été redécouverts, puis exploités par des civilisations ultérieures, notamment les Égyptiens et les Mayas. Appliquée à Gunung Padang, cette perspective devient encore plus captivante. Ce site indonésien pourrait-il représenter le vestige d'une civilisation disparue, ayant vécu durant la dernière glaciation? Il faudra poursuivre les investigations pour en obtenir la certitude. Quoi qu'il en soit, tandis que les scientifiques débattent de l'origine de Gunung Padang, les légendes locales proposent une toute autre explication. L'un des mythes les plus célèbres raconte l'histoire du roi Siliwangi, puissant souverain désireux d'édifier un palais somptueux en une seule nuit. Doté d'une force surnaturelle, il entreprit d'empiler d'énormes blocs pour façonner son œuvre. Mais lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, il constata qu'il n'avait pu achever la tâche. Dépité, il abandonna son projet, laissant derrière lui les imposantes formations rocheuses observées aujourd'hui. Bien que dépourvue de valeur historique, cette légende illustre à quel point Gunung Padang reste profondément enraciné dans la culture locale. Encore aujourd'hui, le site est perçu comme un lieu chargé d'énergie spirituelle, attirant des visiteurs convaincus de son pouvoir mystique. Des hindous de Bali gravissent les marches de la montagne pour accomplir des rituels liés à l'apparition de la pleine lune. Des adeptes du pencaksilat, un art martial indonésien, y pratiquent également leur discipline sur les hauteurs. Tandis que ces rites sacrés perdurent, l'archéologie et la géologie poursuivent leurs analyses afin de déterminer si cette structure pourrait réellement... Au cœur des falaises rouges de Petra, des archéologues ont trouvé une tombe cachée. À l'intérieur, il y avait 12 squelettes. Ils sont restés intacts pendant plus de 2000 ans. Et c'est vraiment étrange. La plupart des tombes de Petra ont été pillées. Alors, qu'est-ce qui rend cette découverte si spéciale? Découvrons-le. Voici l'ancienne cité de Petra. Ces immenses falaises de grès sont inoubliables. Pas étonnant qu'elle soit l'une des nouvelles 7 merveilles du monde.
Les bâtiments sont taillés directement dans la roche, ce qui donne déjà au lieu un aspect irréel. Mais Petra est aussi une star du monde archéologique depuis longtemps. Ah, Petra est apparue dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. Certaines scènes ont été tournées juste devant le célèbre bâtiment appelé Al-Khazneh, ou le Trésor. Mais récemment, quelque chose d'encore plus excitant s'est passé là-bas, dans la vraie vie. Une équipe télé de l'émission Expédition Unknown est venue à Petra filmer une nouvelle enquête. Et pendant qu'ils étaient là, des archéologues ont fait une découverte énorme. Ils ont trouvé 12 squelettes humains et plusieurs objets anciens. Tous étaient enterrés sous le sol devant le trésor, cachés là depuis environ 2000 ans. Les archéologues n'ont pas commencé à creuser tout de suite. D'abord, ils ont utilisé un outil spécial appelé géoradar, une sorte de radiographie du sol. Au lieu de deviner ou creuser, la machine scanne le sous-sol et montre des formes qui pourraient être des tombes ou des espaces vides. En tout cas, quand l'équipe a regardé les données du radar, quelque chose d'intéressant est apparu. Les motifs ressemblaient beaucoup à des endroits de Petra où des tombes avaient déjà été trouvées. C'était un gros indice que quelque chose pouvait se cacher sous terre. Après avoir vu le résultat, les autorités jordaniennes ont donné l'autorisation de fouiller. C'est alors que l'équipe a enfin commencé à creuser sous le site célèbre et qu'ils ont découvert les squelettes et artefacts anciens. Fait intéressant, beaucoup de tombes à Petra ont été trouvées complètement vides, car au fil des siècles, tout ce qui avait de la valeur a été pris par des pilleurs ou a simplement disparu. Mais cette tombe était très différente. À l'intérieur, l'équipe a découvert 12 squelettes humains et quelques objets anciens. Certains os avaient même de la moisissure. C'est arrivé parce que Petra est taillée dans des falaises de grès. Le grès est très poreux, donc il peut absorber l'eau comme une éponge géante. La zone inonde parfois, et l'humidité a probablement lentement pénétré dans les tombes. Avec les squelettes, les archéologues ont trouvé des objets en bronze, fer et céramique. Un objet ressortait. Un calice en céramique dans les bras d'un des défunts. C'était comme si la personne le tenait quand elle avait été enterrée. Mystérieusement, la coupe ressemblait beaucoup au Saint Graal du film Indiana Jones. Le célèbre bâtiment au-dessus de la tombe, Al-Khazneh, se trouve près de l'entrée principale de la cité. On pense qu'il a au moins 2000 ans. Cette énorme structure est taillée directement dans les falaises de grès. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus reconnaissables au monde. Mais même si le trésor est si célèbre, les archéologues ne comprennent toujours pas complètement son histoire. Une raison est que beaucoup de tombes proches ne contenaient pas beaucoup d'artefacts. Et sans objet à étudier, ça devient bien plus dur de déterminer exactement quand le bâtiment a été fait ou comment il était utilisé. C'est pourquoi l'équipe était si excitée. La découverte pourrait les aider à en apprendre plus sur les anciens habitants de Petra et ceux qui ont bâti la cité. L'emplacement de la tombe pourrait déjà être un indice important. Voyez-vous, être enterré juste devant le trésor était probablement un immense honneur. Les restes humains eux-mêmes peuvent aussi raconter une histoire intéressante. Les squelettes reposaient toujours dans leur position originale, sans avoir été déplacés par des pilleurs. C'est pourquoi les scientifiques peuvent les étudier bien plus soigneusement pour découvrir leur âge, comment ils vivaient, ou s'ils étaient en bonne santé. On peut aussi mieux connaître l'endroit que ces gens appelaient leur foyer, l'ancienne cité de Petra. Elle a été bâtie il y a plus de 2000 ans par les Nabatéens. À partir du 4e siècle avant notre ère, cette cité du désert est devenue le centre de leur royaume et une étape commerciale importante au Moyen-Orient. L'emplacement a beaucoup aidé. Petra se trouve dans une vallée entourée de montagnes et l'entrée principale est un long canyon étroit appelé le Siq. Comme le passage est si étroit, la cité était facile à défendre et difficile à attaquer pour les ennemis. Grâce à ces facteurs, la cité a grandi rapidement. À son apogée, environ 30 000 personnes y vivaient peut-être. Mais la cité se trouve dans un canyon désertique sec. L'eau naturelle y est plutôt limitée. Alors, comment tant de gens ont-ils pu vivre à Petra? La réponse est une ingénierie astucieuse. Les Nabatéens ont construit un système d'eau incroyablement avancé pour l'époque. Ils ne dépendaient pas d'une source d'eau, c'était tout un réseau taillé directement dans la roche. Ils ont creusé des canaux, des tuyaux et des citernes dans les falaises.
Ça leur permettait de guider l'eau des sources proches vers la cité. C'était comme un système de plomberie antique, entièrement construit en pierre. Encore mieux, l'eau ne coulait pas directement dans la cité. D'abord, elle passait par des bassins de décantation, où la saleté et le sable coulaient au fond. Ensuite, l'eau était stockée dans de grands réservoirs entourés d'épais murs de pierre, ce qui gardait l'eau plus fraîche dans la chaleur du désert. Les crues soudaines étaient aussi un grand danger dans le canyon. Quand de fortes pluies tombaient dans les montagnes, l'eau dévalait souvent les vallées étroites. Pour gérer ça, les Nabatéens ont construit des barrages et des canaux qui redirigeaient l'eau vers des réservoirs. Un autre aspect intrigant de Petra est l'emplacement de ses bâtiments principaux. En 2013, des chercheurs ont découvert que plusieurs monuments importants s'alignaient avec le soleil à des moments clés de l'année, comme les solstices et l'équinoxe. Les scientifiques pensent maintenant que les bâtiments fonctionnaient comme des calendriers géants, aidant les gens à suivre les saisons dans un paysage désertique. Les signes naturels du temps peuvent être difficiles à remarquer là-bas. Un autre mystère de Petra, ce sont 3 blocs de pierre massifs appelés les blocs Djinn. Ils remontent à environ le 2e siècle avant notre ère et sont parmi les premières grandes tombes construites à Petra. 2 d'entre eux ont des chambres funéraires à l'intérieur et le 3e a même une tombe au sommet, comme un petit cercueil sur le toit. Personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. La plupart des experts disent que c'était des tombes, mais certains pensent qu'ils ont pu être taillés pour honorer des divinités ou utilisés dans des rituels. Mais malgré toute la grandeur de Petra, les choses ont commencé à changer en 106 de notre ère. C'est alors que le puissant empire romain a pris le contrôle de la cité et l'a intégrée à son territoire. Le commerce n'a pas complètement cessé, mais la cité a lentement perdu de son importance. Plus tard, un grand séisme en 551 de notre ère a causé de sérieux dégâts. Ça a pu être le coup final pour une cité déjà en déclin. Avec le temps, Petra fut finalement abandonnée et devint connue comme la cité perdue. Mais il y a un autre surnom, bien plus utilisé, la cité rose. Le nom vient de la couleur des falaises autour de Petra. Les roches de grès ont une couleur rose rougeâtre, surtout quand le soleil est bas dans le ciel. Ce que voient les touristes n'est qu'une infime partie de Petra. Certaines estimations disent que les archéologues n'ont fouillé qu'environ 15% de la cité. Les visiteurs traversent l'étroit Siq, contemplent le trésor haut de 40 mètres, marchent le long des rues bordées de tombes et gravissent plus de 800 marches pour atteindre le monastère, Al-Deir. Mais c'est comme voir la pointe d'un iceberg. Le reste est toujours enfoui. Petra n'arrête pas de nous surprendre. En 2016, des chercheurs ont utilisé des images satellites pour repérer un immense monument encore inconnu. La plateforme est massive, environ 56 mètres sur 49, avec des colonnes sur un côté. Des fragments de poterie suggèrent qu'elle a plus de 2150 ans. Donc en fait, même après des siècles d'exploration, Petra est toujours pleine de secrets qui attendent juste d'être découverts. Un trou vertical d'une régularité parfaite, caché au cœur des montagnes du Caucase septentrional, s'enfonce dans la terre comme si une foreuse avait visé droit vers son noyau. Certains vont jusqu'à rapprocher ce puits des couloirs internes des pyramides d'Égypte. Serait-il possible qu'un lien existe entre ces structures? Ainsi, le grand public découvrit ce gouffre mystérieux grâce à un amateur local de spéléologie, Arthur Jemoukov, qui arpentait le Caucase du Nord en 2011. Les flancs abrupts du mont Kara-Hora, marqués par les vallées glaciaires et des falaises éprouvées par des millénaires d'intempéries, offrent un refuge idéal pour dissimuler quoi que ce soit. C'est là que Jemoukov mit au jour ce qui semblait être l'entrée d'une grotte souterraine. Il fit appel à une équipe de spéléologues et tous descendirent dans le puits. D'abord convaincus d'avoir affaire à une simple formation naturelle, ils commencèrent à douter en progressant, tant l'ensemble évoquait une construction humaine méticuleuse. D'imposants blocs de pierre paraissaient assemblés avec une précision telle qu'aucune lame n'aurait pu s'y glisser. Certaines sources affirment aussi que le conduit chute presque à la verticale, avec des parois étonnamment lisses,
comme si une machinerie colossale les avait polis bien avant l'ère moderne. En réalité, cet aspect provient de fractures géologiques naturelles. Plus troublantes encore sont des ouvertures rappelant des conduits de ventilation, semblant destinées à faire circuler l'air à travers l'ensemble. Les grottes naturelles présentent rarement une telle organisation des flux d'air. Ce seul élément alimente le débat parmi les chercheurs quant à une éventuelle conception intentionnelle. Et dans ce cas, ces bâtisseurs auraient dû appartenir à une civilisation d'un niveau technologique remarquable. Certains affirment que Jemoukov consigna sa découverte avec minutie dans un journal, mais même s'il a réellement existé, celui-ci a été perdu, rendant son contenu inaccessible. En vérité, on dispose de si peu d'informations sur cet homme, son histoire ayant été très peu relayée dans les médias, que certains ont même douté de son existence. Peut-être a-t-il aperçu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Aucune vérification n'est possible. Il fut renversé par une voiture et mourut à peine 4 ans après sa découverte. Ce drame n'a fait qu'intensifier rumeurs, spéculations et théories du complot. Les géologues s'efforcent naturellement d'apporter une explication plus rationnelle à ce puits. Le Caucase appartient à l'immense ceinture alpine qui s'étire du sud-est de l'Europe jusqu'au cœur de l'Asie. Cette chaîne s'est formée à la suite de la collision de plaques tectoniques, lesquelles demeurent aujourd'hui encore en perpétuel mouvement, se comprimant sans relâche. La région subit donc régulièrement de violents séismes. Par ailleurs, l'action combinée de l'eau, de la pression et de réactions chimiques peut, sur des millions d'années, creuser des conduits verticaux. Les rivières souterraines dissolvent les roches les plus tendres, tandis que les couches plus résistantes se polissent et finissent par former de profondes cheminées. Toutefois, l'érosion engendre en général des formes irrégulières, alors que Kara Ora présente une symétrie, des angles marqués et des assemblages pierreux évoquant davantage une œuvre architecturale qu'un simple phénomène naturel. Pénétrer dans ce conduit demeure aujourd'hui extrêmement périlleux. Il faut affronter des à-pics vertigineux, des corniches instables et un air qui se raréfie à mesure que l'on descend. Les galeries sinueuses compliquent considérablement l'orientation et les locaux affirment que certains des premiers explorateurs n'en sont jamais revenus. Aujourd'hui, les équipes modernes privilégient l'usage de radars à pénétration de sol et de capteurs à distance afin d'étudier le site sans s'y engager physiquement. Et à chaque nouvelle analyse, on identifie d'autres cavités encore hors d'atteinte. Dans les environs, Kara Ora côtoie des formations tout aussi remarquables, comme le gouffre Veriovkina, actuellement le second plus profond connu sur Terre. Ce gouffre s'enfonce sur près de 2 km à la verticale, excédant la hauteur de 4 Empire State Building empilés. Les explorateurs y progressent à travers des cascades glacées, des couloirs rocheux escarpés et des puits où la lumière disparaît totalement. Les températures y frôlent le point de congélation, tandis que des rivières souterraines grondent dans une obscurité longtemps inexplorée. Atteindre le fond exige plusieurs semaines d'expédition, avec des camps successifs, des kilomètres de cordes et une confiance absolue entre coéquipiers. La moindre erreur y serait fatale. La grotte se remplit régulièrement d'eau et se transforme d'année en année, exposant les spéléologues à des crues soudaines. L'eau entaille progressivement le calcaire, élargit les cavités, puis, sous la pression accumulée, jaillit brusquement par certaines ouvertures. Malgré ces dangers, les scientifiques poursuivent leur descente afin d'étudier l'oxygène, la circulation de l'air et la formation des minéraux, cherchant à comprendre l'évolution des grottes à l'échelle géologique. C'est ainsi que furent découvertes des formes de vie microbiennes capables de survivre sans lumière, en tirant leur énergie des minéraux. De tels écosystèmes rappellent les conditions supposées sous des lunes glacées, comme Europe ou Encelade, faisant de ce site un terrain d'entraînement potentiel pour les futures missions spatiales. Avant toutefois de nous tourner vers l'espace, arrêtons-nous sur un autre réseau souterrain fascinant,
Située cette fois dans le nord de l'Espagne, on y trouve une cavité que les scientifiques nomment la Cima de los Huesos, ou gouffre aux ossements. Pour y accéder, les explorateurs doivent progresser dans un dédale obscur, puis se glisser dans un conduit étroit qui débouche brusquement sur une chute verticale de 13 mètres. Au fond de ce piège naturel, une rampe rocheuse abrupte conduit à une salle exiguë et boueuse, renfermant la plus vaste et la plus ancienne accumulation de fossiles humains primitifs jamais mis au jour. Ce lieu constitue une véritable capsule temporelle, abritant les restes d'au moins 28 individus disparus bien avant l'aube de l'histoire moderne. Plus de 6500 fragments fossiles y ont également été recensés, mêlés aux ossements d'au moins 166 animaux de l'ère glaciaire, ours des cavernes, lions, loups ou renards, probablement tombés accidentellement dans le gouffre. Pourtant, les restes humains posent une énigme, car ils semblent y avoir été déposés bien avant ceux des animaux. Leur identité demeure débattue. L'étude des crânes et des mâchoires révèle des traits marqués, caractéristiques de Néandertaliens très anciens. L'analyse a pris une tournure encore plus remarquable lorsque de l'ADN mitochondrial a pu être extrait de ces ossements. Celui-ci établit un lien non seulement avec les premiers Néandertaliens, mais aussi avec les Denisoviens, population énigmatique identifiée à des milliers de kilomètres en Sibérie. Cette découverte suggère que les déplacements et les métissages de nos ancêtres étaient bien plus complexes qu'on ne l'imaginait. L'intrigue ne se limite cependant pas à la génétique. Cette cavité pourrait aussi receler la première énigme criminelle connue, ainsi que les plus anciennes pratiques funéraires. Parmi les milliers d'ossements, les archéologues n'ont trouvé ni outils usuels, ni restes alimentaires, à l'exception d'une unique hache en quartzite soigneusement façonnée et surnommée Excalibur. Sur cette base, certains chercheurs avancent que les corps auraient été volontairement déposés dans le puits, accompagnés de cet objet dans un cadre rituel, témoignant d'une forme de compassion bien antérieure à ce que l'on supposait. Par ailleurs, l'un des crânes, désigné sous le nom de cranium 17, présente 2 fractures identiques et mortelles, évoquant des coups délibérés. Afin d'établir une chronologie précise, les scientifiques ont eu recours à des techniques avancées, telles que la résonance de spin électronique et la datation uranium-série. Des nuages de cendres incandescentes obscurcissent le soleil. Le sol tremble. Les gens courent dans tous les sens. Une éruption volcanique vient de commencer, et elle a débuté soudainement. Une petite ville côtière ensoleillée fait face à l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices qui soient. La cendre retombera, la lave jaillira de la bouche du cratère, et en quelques heures, l'ancienne ville de Pompéi sera... Attendez une minute. Les gens montent dans leur voiture et s'éloignent. Ce n'est pas Pompéi, c'est une ville moderne. Hein? Une ville peut-elle être ensevelie lors d'une éruption de nos jours? Malheureusement, oui. Bienvenue à Montserrat, que l'on surnomme la Pompéi des Caraïbes. Montserrat n'est pas une ville, c'est un territoire britannique d'outre-mer situé dans les Petites Antilles, un archipel des Caraïbes. Montserrat abrite le volcan de la Soufrière, qui a transformé la vie de nombreux résidents de la capitale, Plymouth, en cauchemar en 1995. Mais de quel genre d'endroit s'agit-il? Et pourquoi des gens vivent-ils ici? La région de Montserrat n'est pas très grande. Elle est environ 6 fois moins grande que la région de Chicago, et les habitants ne sont pas très nombreux. Avant 1995, la population de Montserrat était d'environ 15 000 habitants. Ce n'est pas beaucoup, mais l'île rassemblait plusieurs cultures différentes. On y trouvait des descendants d'Irlandais, d'Africains, ainsi que des peuples autochtones. Montserrat est l'une des îles volcaniques les plus jeunes des Petites Antilles. Avant 1995, le volcan de la Soufrière avait connu une éruption, au XVIIe siècle. De nombreuses années se sont écoulées entre-temps, de sorte que les gens ne s'inquiétaient pas trop. Ils se reposaient, travaillaient, s'amusaient, faisaient des excursions en bateau vers d'autres îles, et tout cela pendant environ 300 ans. Puis, cette vie paradisiaque et sereine a pris fin. En 1995, l'activité sismique a repris.
Ça a continué pendant plusieurs mois et conduit à une éruption spectaculaire en 1996. Heureusement, personne n'a été blessé, mais la véritable catastrophe a frappé en juin 1997. Quelque chose de mauvais commençait à se produire au sommet du volcan. À une altitude d'environ 915 mètres, le volcan a commencé à cracher des nuages de cendres, de la roche et des gaz chauds, libérant ses entrailles bouillantes, le tout dévalant rapidement les pentes escarpées. Les habitants étaient terrifiés. Certains avaient déjà évacué l'île à ce moment-là. Ils avaient dû quitter leur maison et partir en bateau. Mais d'autres sont restés et n'ont pas survécu. La coulée pyroclastique a détruit de nombreux bâtiments, des rues et des routes. Au cas où vous ne le sauriez pas, une coulée pyroclastique est un mélange dense et épais de cendres volcaniques, de lave et de gaz chaud, qui se déplace sous la forme d'une masse incandescente à grande vitesse. Elle brûle et détruit tout sur son passage. Ce jour-là, la coulée se déplaçait à 100 km/h, avec une température atteignant environ 800 degrés Celsius. Imaginez de l'eau bouillante. Assez chaud, n'est-ce pas? Eh bien, la température de cette coulée pyroclastique était environ 8 fois plus élevée. Une partie des habitants de l'île s'est déplacée vers le nord, et l'autre a migré vers les îles voisines. Depuis lors, Plymouth est devenue une ville fantôme. En raison de la lave solidifiée, on peut voir des bâtiments qui semblent s'être partiellement enfoncés dans le sol ou coincés dans le relief. Les rues sont désertes et les routes sont couvertes d'une épaisse couche de masse volcanique. Après l'éruption, seulement 1000 personnes sont restées sur l'île. 4500 personnes y vivent actuellement, toutes dans la partie nord, où elles sont en sécurité. Le côté sud de l'île porte maintenant le nom de zone d'exclusion. Elle est divisée en 5 parties, A, B, C, F et V, la zone la plus dangereuse. Pourquoi est-elle dangereuse? Parce que le volcan est toujours actif. De temps à autre, il crache des nuages de cendres. Il pourrait éclater avec une force dévastatrice à tout moment, mais cela n'arrête pas les amateurs de sensations fortes. Montserrat attire de nombreux touristes qui aiment se promener dans les zones pittoresques près du volcan actif. Les gens adorent aussi la ville fantôme. Les toits des maisons, les flèches et les restes de la tour de l'horloge dépassent de la lave solidifiée. Les fenêtres cassées avec des rideaux déchirés et les anciens hôtels délabrés fascinent les visiteurs. Vous pouvez profiter de la magnifique partie tropicale au nord de l'île et voir le spectacle apocalyptique dans sa partie sud. Les habitants promeuvent activement le tourisme et présentent leur île comme la Pompéi des Caraïbes. Souhaiteriez-vous visiter cet endroit? Vivre à côté d'un cratère est assez risqué, mais imaginez vivre à l'intérieur d'un volcan. À environ 350 km au sud de Tokyo, il y a une magnifique île appelée Aogashima, dont la majeure partie est occupée par un volcan actif. Comment donc les gens peuvent-ils vivre à l'intérieur d'un volcan sans avoir peur? La réponse est simple. C'est un endroit magnifique. En outre, la dernière éruption majeure a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle. Et les gens ne vivent pas directement à l'intérieur du cratère. Ce serait trop. Il y a un petit village à l'intérieur de la paroi extérieure du cratère, loin de l'activité géothermique et assez loin du pic dangereux. Mais c'est quand même un endroit assez extrême. La population de l'île est d'environ 170 personnes, et personne ne prévoit de partir. Ici, vous ne trouverez qu'un seul magasin, un bureau de poste, un camping gratuit, quelques maisons d'hôtes et 3 bars. C'est donc plutôt douillet, d'autant que nous parlons d'un véritable paradis de verdure. Mais en 1785, ce paradis ressemblait à Pompéi au moment de sa grande catastrophe. Selon les récits et les archives conservées, les premiers tremblements se produisirent vers le 18 mai. C'était un avertissement du désastre imminent. À cette époque, 327 habitants vivaient à Aogashima. On ne sait pas quelle importance ils ont accordée aux premières secousses, mais on sait qu'ils ont continué à vivre paisiblement pendant encore quelques semaines. Puis l'activité du volcan a augmenté. Le désastre étant inévitable, l'évacuation de l'île a commencé le 4 juin. Malheureusement, c'était déjà trop tard. Il y avait des tremblements de terre et des grondements terribles. Des coulées de lave brûlante venaient recouvrir les arbres, les routes et les maisons. Rares furent les survivants ce jour-là. Et pourtant,
les descendants de ceux qui se sont échappés de l'île, résidant aujourd'hui paisiblement à Aogashima, n'ont-ils pas peur d'une nouvelle éruption? Ils perçoivent la situation différemment. Rien ne peut arrêter la nature, donc il ne sert à rien de résister. Et tant qu'aucune éruption ne se produit, mieux vaut profiter des vues pittoresques que s'inquiéter d'un avenir hypothétique. Peu de gens vivent ici, et il n'y a presque pas de divertissement urbain, mais on peut quand même trouver son bonheur. Dans l'après-midi, vous pouvez vous promener le long de la chaîne de montagnes verdoyantes et profiter de la vue sur la mer des Philippines. Vous vous sentirez en harmonie avec la nature. De beaux oiseaux, un soleil chaleureux et l'effort physique du voyage. Tout cela vous remplira d'énergie et d'inspiration. Vous pouvez également aller pêcher, camper ou discuter avec les habitants. La nuit, vous pouvez admirer les étoiles. Le ciel nocturne est incroyable à Aogashima. Loin des lumières de la ville, le niveau de pollution lumineuse est très faible. Une carte des étoiles détaillée vous aidera à étudier la voûte céleste sans télescope. Étant donné que l'endroit est essentiellement un volcan actif, vous y trouverez aussi de nombreuses sources géothermiques. L'un des endroits les plus appréciés et les plus populaires est Aogashima Furai. C'est un sauna qui utilise l'énergie volcanique pour maintenir des températures élevées dans ses salles de vapeur. Et à l'extérieur de ces salles, vous trouverez des bouches d'air chaud pour cuisiner. Que diriez-vous d'une omelette cuite à la chaleur volcanique? Plutôt tentant. Bien sûr, il est assez difficile de s'y rendre, car Aogashima est une île très à l'écart. Vous devez d'abord atteindre la plus grande île voisine, Hachijojima. Il y a des vols réguliers depuis Tokyo. Vous pouvez également choisir un voyage plus romantique et prendre un ferry de nuit. Le trajet ne dure que 2h30 en bateau de Hachijojima à Aogashima. Mais si vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez vous offrir un trajet en hélicoptère qui ne dure qu'une vingtaine de minutes. Il ne serait pas surprenant que vous ayez envie de rester sur cette île pour toujours après l'avoir visitée. Entre une vie calme dans la nature et l'agitation de la jungle urbaine et bétonnée, que choisiriez-vous? Mais n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez sentir le sol trembler. Espérons cependant qu'il n'y aura pas d'éruption prochainement. Des chercheurs ont mis au jour une cité entière, celle de Guyengola, restée enfouie sous l'épaisse canopée mexicaine durant 6 siècles. S'étendant sur 360 hectares, elle regroupait plus de 1100 édifices, 4 km de remparts, un réseau interne de voies de circulation, ainsi qu'un aménagement urbain réfléchi, comportant temples, terrains de jeux de balles et des quartiers distincts réservés aux élites ou aux classes populaires. Pendant des générations, l'on a cru qu'il ne subsistait là qu'une forteresse abandonnée, selon des récits transmis oralement. Jusqu'à peu, il était impossible d'appréhender l'immensité du site sans des années d'exploration au sol. Mais grâce à une technologie récente, un outil de télédétection appelé LIDAR, il a été possible de générer en à peine 2 heures, depuis un avion, une modélisation tridimensionnelle de l'ensemble. Guyengola fut édifié entre 1350 et 1521. Ce site revêtait une importance capitale pour les Zapotèques, peuple implanté dans la région depuis environ 700 avant notre ère. Les familles y cohabitaient dans des demeures organisées autour d'un vaste patio central bordé de pièces. À mesure que les foyers s'élargissaient, de nouvelles chambres étaient ajoutées, faisant évoluer l'architecture domestique. Les analyses ont démontré que dirigeants et habitants de conditions modestes œuvraient de concert à l'essor de la cité. En raison du relief montagneux environnant, ils surent exploiter intelligemment les pentes naturelles pour y implanter leurs constructions, favorisant ainsi l'écoulement des eaux pluviales. Cette ingéniosité a permis de garantir la solidité et la pérennité des habitations, dont bon nombre demeurent encore debout aujourd'hui. Au cœur de la cité se dressent 2 pyramides, sans doute consacrées aux rites et cérémonies que les prêtres accomplissaient en l'honneur de leurs dieux. Les offrandes étaient déposées sur les autels, tandis que le public se rassemblait sur 2 places aujourd'hui affaissées. On y trouve également un palais comportant 64 pièces, dont certaines soutenues par des colonnes circulaires, réparties sur plusieurs terrasses inclinées. On y trouve des patios desservis par de nombreux escaliers, tous reliés entre eux. L'outil de télédétection a également révélé un promontoire circulaire, aménagé sur un affleurement rocheux naturel, qui permettait aux Zapotèques de voir leurs ennemis s'approcher de loin. Les chercheurs ont aussi identifié 2 structures circulaires, probablement conçues pour l'observation astronomique et la mesure du temps. Ils ont aussi mis au jour plusieurs tombes, attestant la présence d'un cimetière urbain. À la fin du XVe siècle, les Zapotèques exercèrent leur pouvoir sur une vaste portion de la côte pacifique et étaient parvenus à défendre leur territoire contre les ambitions expansionnistes des Aztèques. Ils réalisèrent un exploit quasi inespéré, tenir bon durant un siège de 7 mois à Guyengola et en sortir victorieux. Après cette victoire,
Ayant conservé leur domination sur le sud mésoaméricain, les Zapotèques n'avaient plus besoin de demeurer à Giangola. Si les montagnes offraient certains avantages, l'accès à l'eau douce et à des terres fertiles pour l'agriculture s'avérait essentiel. La petite ville de Tehuantepec, située à 19 km à peine, réunissait ces conditions. Ils s'y établirent donc peu avant l'arrivée des Espagnols, en 1521. Avec le temps, les pratiques culturelles des Zapotèques commencèrent à décliner. Leur civilisation ne s'éteignit toutefois pas totalement. Aujourd'hui encore, plus de 3000 Zapotèques résident dans l'état mexicain d'Oaxaca, où ils continuent de perpétuer leur langue et leurs traditions. La création du modèle 3D de cette cité perdue ne constitue qu'une étape préliminaire dans la recherche. Les archéologues espèrent que les études à venir permettront de mieux comprendre l'organisation politique et sociale des Zapotèques, la manière dont ils administraient leur cité, ainsi que la nature de leurs échanges avec les Espagnols à leur arrivée. Ils projettent d'examiner les 1170 structures révélées par le balayage LIDAR, ce qui nécessitera plusieurs années. Plutôt que de fouiller le sol, ils auront recours à des technologies non invasives afin d'explorer la ville sans en altérer les vestiges. Grâce à cette même technologie, les scientifiques ont pu révéler l'existence d'une vaste cité ancienne enfouie sous le dense feuillage de la forêt amazonienne. Un ensemble structuré de maisons, de places, de routes et de canaux reposait dans l'ombre d'un imposant volcan. Pendant des siècles, nombre de chercheurs ont cru que les peuples amazoniens vivaient dans de modestes huttes, ne défrichant que de petites parcelles pour subsister. Or, cette cité, édifiée il y a 2500 ans et occupée durant un millénaire, nous prouve le contraire. Les experts estiment que des dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes vivaient au sein de sociétés urbaines complexes. Le balayage de la région a permis d'identifier 6000 plateformes rectangulaires, chacune mesurant environ 20 mètres sur 10 et s'élevant à une hauteur de 2 à 3 mètres. Ces constructions étaient regroupées autour de places centrales, avec des routes rectilignes aux angles droits parfaits, connectées par des sentiers. L'une d'elles atteignait même 26 km de long. La réalisation de voies parfaitement droites exigeait davantage que le simple suivi du relief naturel. Certaines d'entre elles revêtaient probablement une valeur rituelle ou spirituelle. Le sol volcanique, particulièrement fertile, favorisa l'essor de cette civilisation, mais il pourrait aussi avoir contribué à sa disparition. Les chercheurs ont en outre révélé les défenses de ces villes comme des fossés barrant l'accès à plusieurs d'entre elles. Il est donc possible que des groupes voisins aient tenté d'envahir ces cités. La prochaine phase consistera à étudier les 300 km² adjacents afin de mieux cerner l'ampleur et la complexité de cette société ancienne, qui pourrait même surpasser par sa taille la célèbre civilisation maya du Mexique et d'Amérique centrale. En 1963, un habitant de Turquie fit une découverte stupéfiante en rénovant sa maison. En abattant un mur de sa cave, il mit au jour une pièce énigmatique. En poursuivant ses fouilles, il tomba sur un tunnel, lequel le mena à la ville souterraine de Derinkuyu. Il s'agit de l'une des cités souterraines les plus profondes et les plus vastes de Cappadoce, et même de toute la Turquie. Les habitants occupaient 8 niveaux souterrains, chacun offrant un accès à des caves, des espaces de stockage, des chapelles, une école, une salle d'études ainsi que d'autres installations. Ces étages étaient interconnectés par un vaste réseau de tunnels. Il est probable que cette cité enfouie ait été conçue comme refuge. Située à une profondeur de 85 mètres, elle demeure invisible depuis la surface. Le site était suffisamment vaste pour accueillir environ 2000 personnes, accompagnées de leur bétail et de leurs vivres. Un puits de ventilation, profond de 55 mètres, assurait l'aération. Selon les archéologues, les premiers niveaux auraient été aménagés par les Phrygiens, avant d'être repris et perfectionnés par les Romains. L'apogée de Derinkuyu s'est toutefois manifesté durant l'ère byzantine. La cité suivante, longtemps tenue pour légendaire, n'était évoquée que dans de rares textes anciens et quelques inscriptions énigmatiques, si bien que son existence demeurait incertaine. Après avoir exploré une grande partie du littoral égyptien, un archéologue du nom de Frank Goddio et son équipe ont soudain aperçu un visage monumental émergeant des profondeurs. C'est ainsi que la ville engloutie de Thonis Héracléion fut révélée, à plus de 6 km au large d'Alexandrie. Parmi ces vestiges reposaient 64 navires, 700 ancres et un fabuleux trésor de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les éléments les plus remarquables de cette découverte sont la statue haute de 6 mètres et les vestiges du temple. À son époque, la cité accueillait des rituels et des célébrations dans le sanctuaire d'Amon. Façonnées en granit et en diorite, les ruines ont traversé les siècles sans se détériorer malgré leur immersion prolongée. Elles offrent aujourd'hui un aperçu précieux de la vie, 2300 ans plus tôt, dans l'un des carrefours commerciaux les plus importants du monde antique. La ville disposait d'un réseau de canaux, comparable à une Venise égyptienne d'un autre âge.
Ces voies d'eau reliaient divers ports et points d'ancrage, tandis que des ponts unissaient tours, temples, habitations et autres édifices. Tonis Héracléon constituait le principal port du royaume pour le commerce extérieur et la perception des taxes. L'origine de son engloutissement demeure incertaine, mais les chercheurs l'attribuent à des phénomènes naturels. Vers la fin du second siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une terrible inondation, la cité fut submergée. Par la suite, Alexandrie, fondée par Alexandre le Grand, surpassa Héracléon en prestige et en influence. Avant cela, Héracléon faisait office de principale porte d'entrée maritime vers l'Égypte. Après la catastrophe, de nombreux navires durent réorienter leur itinéraire vers Alexandrie. Héracléon sombra alors dans l'oubli, jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Les chercheurs ont mis au jour ce qui s'apparente à la version géologique d'un fossile de dinosaure, caché dans les profondeurs océaniques près de l'île de Pâques. Cela s'apparente à l'ouverture d'une capsule temporelle vieille de 200 millions d'années, révélant les secrets de l'histoire ancienne de notre monde. La surface du globe se compose d'immenses segments comparables aux pièces d'un vaste puzzle que l'on nomme plaques tectoniques. Celles-ci se déplacent continuellement, guidées par le manteau incandescent qui s'étend sous elles et facilite leur dérive. En septembre 2024, une équipe de géologues a rendu publique une découverte majeure décrivant une antique mégastructure enfouie. Ce fragment archaïque du plancher océanique pourrait éclairer les raisons pour lesquelles l'expansion des fonds marins s'opère plus vivement dans certaines régions que dans d'autres. Pour élucider ce phénomène, les chercheurs ont recouru à des ondes acoustiques, les sonars, afin d'établir une cartographie des profondeurs terrestres. Leur analyse a révélé une masse tout à fait singulière, située sous la plaque de Nazca, proche de l'Amérique du Sud, et dont la progression est bien plus lente qu'attendue. Habituellement, lorsque les plaques bougent, une part du matériau s'enfonce dans la terre à la manière d'un tapis roulant. Mais ici, le mouvement se trouve freiné, comme retenu par un obstacle. Cet obstacle pourrait correspondre à un vestige d'anciens planchers marins entraînés vers les entrailles du globe il y a environ 250 millions d'années. Une telle découverte équivaut à retrouver un fossile enfoui qui éclaire les états anciens de notre planète. Lorsque le plancher océanique s'écarte, cela signifie que deux plaques tectoniques se repoussent peu à peu. Au centre des océans se trouve une longue fracture, ou dorsale, où ce phénomène se produit, comparable à une couture dans l'écorce terrestre. Tandis que les plaques s'éloignent, un magma brûlant provenant des profondeurs s'élève par cette ouverture. Lorsqu'il rencontre les eaux froides, il se solidifie et forme une croûte nouvelle. Ce mécanisme continue alors de pousser les plaques plus loin. On le désigne aussi comme un système de recyclage du manteau terrestre, puisque la planète semble générer sans relâche sa propre matière interne. À la surface, ce processus peut provoquer des séismes, des éruptions volcaniques sous-marines et la création de terres nouvelles, pouvant même conduire à l'apparition d'îles volcaniques au fil de millions d'années. Les fissures où cette expansion se manifeste sont appelées dorsales océaniques. Parmi elles, l'une des plus connues est précisément celle évoquée ici, la dorsale Est-Pacifique, réputée pour sa vitesse d'expansion supérieure à la plupart des autres. Cette découverte récente contribue à expliquer pourquoi ce phénomène se produit ainsi. Voyez-vous, cette immense mégastructure fonctionne en effet comme une capsule temporelle. Comme le manteau terrestre se transforme et se régénère constamment, en trouver une version figée enthousiasme vivement les chercheurs. Elle dévoile l'aspect de notre planète il y a des millions d'années, à l'époque où les continents occupaient d'autres positions et où les dinosaures parcouraient encore le globe. Cet ancien fragment du plancher océanique éclaire aussi la manière dont les plaques tectoniques se sont déplacées au fil des ères. Bien que l'on évoque souvent la Pangée, le tout premier supercontinent se nommait en réalité Vaalbara. Ce sont les déplacements successifs de ces plaques qui ont façonné les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Cet immense fossile peut aussi affiner notre compréhension du système de recyclage des manteaux terrestres. En analysant la manière dont ce fragment de croûte s'est retrouvé immobilisé et ralenti, les chercheurs peuvent mieux anticiper des phénomènes tels que les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Cela pourrait même éclairer le fonctionnement interne d'autres planètes, comme Mars ou Vénus. Autant dire que la science a du pain sur la planche.
D'autres éléments étonnants continuent d'être découverts au fond des océans, des mers et des lacs, tels ce Stonehenge submergé. Les scientifiques ont mis au jour un mystérieux alignement de Caer, s'étendant sur plusieurs kilomètres sous les eaux du lac de Constance, à la frontière de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les premières découvertes archéologiques remontent à 2015, et l'usage réel du site demeure inconnu. Ce que l'on sait à ce jour, c'est qu'une ligne de 19 km regroupant 170 cairns construits par l'homme repose sous la surface du lac. Selon les chercheurs, cet ensemble résulte très probablement de l'activité de plusieurs villages et remplissait sans doute un usage collectif. Les structures sont imposantes. Certaines atteignent plusieurs mètres de large et peuvent s'élever jusqu'à 2 mètres. L'ensemble remonterait à environ 5500 ans. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les scientifiques nomment ce lieu le Stonehenge sous-marin. Les deux sites auraient été érigés à une période comparable. Stonehenge, en effet, remonte à environ 3100 avant notre ère. De plus, chacun présente l'attribut distinctif de monuments de pierre disposés selon une forme circulaire. On pourrait les voir comme des cousins. En 2007, des archéologues ont mis au jour ce qui semble être une version miniature de Stonehenge sous le lac Michigan. Situé à une douzaine de mètres de profondeur, ce cercle de pierre serait l'œuvre de peuples autochtones. Il l'aurait été érigé durant la dernière ère glaciaire, à une période où le lac n'était pas encore rempli d'eau. Les blocs mesurent environ 1,20 m et l'un d'eux pourrait même porter la gravure d'un mastodonte. Un immense animal proche de l'éléphant qui vivait il y a plus de 10 000 ans avant de s'éteindre. Si cette gravure s'avérait authentique, elle permettrait d'estimer plus précisément l'ancienneté du site. Ce qui renforce encore le mystère, c'est que nul ne sait pourquoi ces pierres ont été disposées ainsi. Toutefois, comme une structure comparable a été trouvée sur l'île Beaver, les spécialistes estiment que leur agencement ne doit rien au hasard et qu'elles ont été placées là intentionnellement. L'ensemble forme 2 anneaux. Le cercle extérieur mesure près de 12 mètres de large, tandis que l'intérieur en fait environ 6. Toutes les pierres proviennent du granit local, et elles reposent là depuis près de 9000 ans, ce qui en fait l'une des structures les plus anciennes d'Amérique du Nord. Pour mesurer leur ancienneté, rappelons que ces blocs furent installés bien avant le célèbre Stonehenge d'Angleterre, qui ne serait édifié que 4 millénaires plus tard. À l'autre bout du monde, au Japon, une structure énigmatique a été mise au jour. À première vue, elle évoque un Machu Picchu submergé. Le site abrite un vaste édifice en forme de pyramide, accompagné d'arches et d'escaliers, qui pourrait aisément passer pour un ancien palais ou un château. Voici la structure sous-marine de Yonaguni, également surnommée l'Atlantide du Japon. L'ensemble atteint la dimension de 5 terrains de football et la hauteur d'un édifice de 5 étages. Son trait le plus remarquable réside dans ses vastes terrasses, capables d'accueillir de larges rassemblements. Les explorateurs et scientifiques estiment que Yonaguni remonte à environ 10 000 ans. Toutefois, déterminer s'il s'agit d'une structure façonnée par l'homme ou d'une formation naturelle demeure sujet à débat. Pour le principal géologue marin du Japon, Yonaguni représenterait l'héritage d'une civilisation disparue. Il a plongé plus d'une centaine de fois ces 10 dernières années afin d'examiner les ruines. Selon lui, des indices manifestes d'activité humaine y sont présents. Le bassin triangulaire, creux situé à la surface de l'édifice, correspondrait à un symbole historique lié aux fontaines de la région. On trouve aussi une grande tortue sculptée sur le flanc oriental de la structure, dotée d'une forte portée culturelle. Plusieurs outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur datation suggère un âge d'environ 10 000 ans. Toutefois, cette interprétation ne convainc pas l'ensemble de la communauté scientifique. Pour de nombreux spécialistes, Yonaguni résulterait plutôt de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit formé d'un unique bloc massif les conduit à penser qu'il n'est pas d'origine humaine. Ses arêtes nettes et ses surfaces planes évoquent d'ailleurs une structure naturelle semblable à la chaussée des géants, en Irlande du Nord. Un ensemble de colonnes basaltiques imbriquées qui rappellent les ruines d'un palais, bien que créé par l'activité volcanique de la région. Les gens de l'âge de pierre étaient les hommes des cavernes qui grognaient, armés de lances. Vrai ou faux? Absolument faux.
Ils vivaient ensemble et formaient une véritable culture, d'après ce que nous avons découvert. En Turquie, des scientifiques ont découvert un mystère vieux de 12 000 ans et il est en train de bouleverser notre histoire. Il s'agit d'un calendrier cosmique très complexe, constitué de temples de pierre géants qui seraient, selon certains, une espèce d'avertissement des étoiles. Je veux parler de Göbekli Tepe. Ce site préhistorique est antérieur à Stonehenge, le très célèbre cercle de pierre, de 6 000 ans. Et il bouleverse notre compréhension de l'émergence et de la prospérité des civilisations de l'âge de pierre. Voici comment cette découverte pourrait modifier notre histoire collective. Vers 10 850 avant notre ère, une énorme comète, ou plutôt un groupe de fragments de comètes, s'est écrasé sur Terre. Le ciel s'est assombri, la température a chuté, les gros animaux ont disparu, et cela a déclenché une mini-période glaciaire qui a duré plus de 1200 ans. Ce qui est maintenant un site portant le nom de Göbekli Tepe était autrefois le foyer d'un groupe d'humains ayant survécu à cet événement catastrophique. Après le désastre, ils ont commencé à prêter une très grande attention au ciel au-dessus d'eux. Dans le but de mieux contrôler le temps, ils ont suivi les mouvements du Soleil, de la Lune, des planètes et des comètes. Cela les a ensuite conduits à construire un énorme calendrier lunisolaire, le premier au monde. En faisant le tour de ce monument classique de l'âge de pierre, vous verriez que tous ces piliers ne sont pas lisses. Certains d'entre eux ont des gravures, comme celui-ci, le principal, qui porte un tas de V dessus. Il y a 365 V, et les scientifiques pensent qu'ils représentent les jours de l'année solaire. L'un d'eux, un V suspendu au cou d'un oiseau, est censé marquer une éclipse solaire. D'autres piliers présentent des animaux dangereux, des renards, des lions, des scorpions, des vautours, qui se tordent et rampent sur les côtés. Contrairement aux sculptures typiques de l'âge de pierre, celles-ci ne représentent pas des animaux comestibles, comme des cerfs ou des moutons. Selon une théorie, ces dessins étaient symboliques. Certains archéologues pensent qu'ils reflètent les peurs et le chaos qui pesaient sur l'esprit des habitants. Une sorte de tentative pour donner collectivement un sens à un monde terrifiant et imprévisible. L'archéologue Daniel Storder a mis en évidence les vautours, affirmant qu'ils représentent les personnes décédées. Dans certaines cultures anciennes, on croyait que les vautours transportaient les âmes des défunts vers l'au-delà. Elle a relevé des symboles similaires sur d'autres sites anciens de la région. Pour comprendre de quelle manière tout cela est significatif, nous devons plonger plus profondément dans notre enquête sur la fonction réelle de ce site. Göbekli Tepe a été découvert en 1994 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, lorsqu'il a réalisé que cette colline du sud-est de la Turquie n'était pas un simple tumulus néolithique parmi d'autres. Juste au-dessous, son équipe a découvert d'énormes cercles de pierre, soutenus par des piliers pesant jusqu'à 20 tonnes. La datation par radiocarbone fait remonter la construction de ce site à environ 12 000 ans, ce qui en fait la plus ancienne structure cérémonielle jamais découverte. Pensez-y, elle précède les pyramides égyptiennes de plus de 7 000 ans. Cette découverte a fasciné le monde archéologique. À la fin de l'ère glaciaire, les humains étaient censés être des nomades, se nourrissant de plantes et d'animaux sauvages. Ils n'étaient pas censés construire des complexes sacrés, ni développer un art symbolique, et encore moins donner naissance à ce que nous appelons une civilisation. Nous pensons généralement que la civilisation commence avec l'agriculture, puis avec les villages, et ensuite les récoltes. Mais ce site suggère quelque chose de plus surprenant. Les premiers humains se seraient réunis non pas pour cultiver, mais pour vénérer. Schmidt n'a trouvé aucun signe de maison, de foyer, de colonie permanente. Il n'a trouvé que des objets rituels utilisés lors de cérémonies. Cela a conduit les chercheurs à se dire que la pratique spirituelle et communautaire a précédé l'agriculture. Pour construire quelque chose d'aussi grand, il fallait que des centaines de personnes travaillent de concert. Et pour cela, il fallait de la nourriture, une organisation, une structure sociale. En d'autres termes, d'abord, il y a eu le temple, ensuite le village, puis la ferme. Mais Göbekli Tepe ne suscite pas seulement ces débats par son ancienneté. La vraie raison, c'est qu'il est trop en avance sur son époque. Et c'est là que commencent à émerger les théories les plus controversées. Certains chercheurs pensent que les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'étaient pas simplement des chasseurs-cueilleurs primitifs qui expérimentaient avec des outils en pierre. Il se peut qu'ils aient été les héritiers d'un savoir ancien, vestige d'une civilisation ayant prospéré avant la fin de la dernière période glaciaire.
Cette idée est liée à l'hypothèse de l'impact cosmique du Dryas récent, une théorie selon laquelle une comète aurait frappé la Terre il y a environ 10 850 ans, provoquant un changement climatique soudain et catastrophique. Selon ce point de vue, les survivants de cet événement auraient retransmis leurs connaissances à travers le symbolisme, l'architecture et la tradition orale. Et Göbekli Tepe pourrait être l'une des premières tentatives pour préserver cette mémoire. Si cela est vrai, alors les gravures sur le site, en particulier les symboles d'animaux sur les piliers, ne sont pas seulement décoratifs. Il pourrait s'agir d'un code astronomique, une manière de suivre les constellations et les événements célestes. Mais un pilier pourrait détenir le plus grand secret de tous. On l'appelle la pierre du vautour. Et il fascine les archéologues. Vous y trouverez une étrange combinaison de figures. Un homme sans tête, des oiseaux et un scorpion. Pour un œil non averti, cela pourrait sembler manquer de sens. Mais certains chercheurs croient dis-moi que ce sont des représentations anciennes de constellations, comme celle du scorpion, et que l'homme sans tête symbolise un événement d'extinction massive. Certains soutiennent même qu'il s'agit du plus ancien témoignage connu de l'impact d'une comète, celui qui a déclenché le Dryas récent. Et si vous vous demandez de quelle ancienne civilisation perdue il s'agit, sachez qu'elle porte le nom d'Atlantide, ou de manière plus neutre, civilisation X. Des théoriciens comme Graham Hancock suggèrent que cette culture avancée, détruite dans le chaos de l'impact de la comète, a transmis des fragments de ses connaissances aux survivants dispersés à travers le monde. Dans ce cas, Göbekli Tepe ne fut pas le début de la civilisation, mais son redémarrage. Mais revenons à nos pierres. Le pilier 43 a l'air d'un calendrier céleste au premier abord. Mais lorsque les astronomes ont recréé les configurations célestes encodées dans ces sculptures, ils ont découvert un instantané précis du ciel remontant à plus de 13 000 ans. Il semble montrer une pluie de météores, une inondation, et la fin tragique de l'humanité, l'homme sans tête. Le serpent qui s'élève du sol pourrait même symboliser des vagues de marée ou une destruction venant des profondeurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le pilier 56 semble représenter le même désastre, la terreur du ciel. Vous voyez des animaux qui fuient, des vagues, du feu tombant du ciel. Un tableau tout à fait saisissant d'une pluie de météores. Mais ce n'est pas tout. Alors que les piliers 43 et 56 semblent représenter les souvenirs d'une catastrophe passée, le pilier 18 pourrait, lui, être une prédiction. Cette pierre se concentre sur la constellation du Verseau. Si cela vous semble familier, c'est peut-être à cause de l'expression « l'ère du Verseau », qui est l'ère dans laquelle nous vivons actuellement. Certains passionnés vont jusqu'à penser qu'il s'agit d'un avertissement pour nous. Il indiquerait qu'une pluie de météorites similaires viendra frapper la Terre. Et donc vous, moi, nous tous. Voilà qui donne la chair de poule. Et c'est donc le genre de mystère qui rend Göbekli Tepe si captivant. Aujourd'hui, les archéologues savent que ce site faisait partie d'un complexe sacré bien plus vaste qui porte le nom de Taş Tepeler. Un réseau de sites anciens éparpillés à travers la région, chacun avec ses propres secrets et structures, mais reliés entre eux par des motifs communs. En 2019, des fouilles ont commencé sur un site jumeau situé à seulement 64 km de Göbekli Tepe, et connu sous le nom de Karahan Tepe. Et voici la surprise. Certains chercheurs croient que Karahan Tepe pourrait être encore plus ancien. Contrairement à Göbekli Tepe, qui semble avoir été principalement cérémoniel, Karahan Tepe présente des signes de structures domestiques tels que des murs, des outils, et peut-être même des habitations. Et cela change tout. Car que ces sites aient été l'œuvre de chasseurs-cueilleurs hautement sophistiqués ou de survivants portant les fragments d'une civilisation perdue d'avant l'âge de glace, une chose est claire, nos ancêtres ne faisaient pas que survivre. Ils planifiaient, réfléchissaient et prédisaient. Ils étaient bien plus capables, curieux et connectés à l'univers que nous ne le pensions jusqu'à maintenant. Il y a 40 000 ans, quelqu'un a gravé quelques lignes et points minuscules sur un morceau d'os. Et cette petite marque pourrait être le plus ancien disque dur jamais créé par l'humanité. Les scientifiques pensent aujourd'hui que ces hommes de l'ère glaciaire ne gribouillaient pas au hasard, mais enregistraient de véritables informations. Des données structurées, organisées, reproductibles. Et cette découverte bouleverse complètement la chronologie de l'intelligence humaine. Pendant des décennies, les archéologues n'ont cessé de trouver d'étranges symboles gravés sur des outils et des sculptures de l'âge de pierre.
Des formes simples, croix, points, traits courts et petites encoches taillées dans l'os ou l'ivoire. On les retrouvait dans des grottes à travers toute l'Europe, en Allemagne, en France et en Espagne. Ils apparaissaient sur des figurines animales sculptées, des outils et des ornements. Les archéologues les ont datés d'environ 34 000 à 45 000 ans, ce qui signifie que ces symboles ont été créés pendant l'ère glaciaire, quand les glaciers recouvraient d'immenses portions de la planète et que les mammouths parcouraient encore les plaines. Pendant longtemps, les chercheurs ont cru que ces signes ne signifiaient rien de particulier. Peut-être des décorations, peut-être de l'art tribal. Mais une nouvelle étude informatique, menée par un linguiste et un archéologue, a montré qu'il s'agissait davantage de données que de décorations. L'équipe a analysé plus de 3000 symboles individuels gravés sur environ 260 artefacts. Ils ont étudié chaque marque et les ont intégrés à des modèles statistiques, le même type de mathématiques utilisé pour étudier les structures linguistiques ou entraîner l'intelligence artificielle. L'objectif n'était pas encore de traduire ces signes. Personne ne sait exactement ce qu'ils signifient. Les scientifiques ont plutôt examiné ce qu'on appelle la densité d'informations, c'est-à-dire la quantité de données significatives qu'on peut stocker dans une séquence de symboles. Quand les chercheurs ont analysé les résultats, ils ont constaté que les séquences de symboles avaient presque la même densité d'informations que le proto-cunéiforme. C'est le plus ancien système d'écriture connu, originaire de Mésopotamie antique vers 3000 avant notre ère, soit environ 40 000 ans plus tard. Certains signes de ces gravures glaciaires se répètent de manière prévisible. Croix, 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 trait, trait, point. Cette répétition ressemble à un encodage primitif de données, où les motifs se répètent parce qu'ils stockent des informations structurées. Les chercheurs ont aussi analysé l'entropie des messages codés. L'entropie mesure le degré d'imprévisibilité d'une séquence. Une entropie élevée signifie de nombreuses combinaisons possibles, comme un mot de passe complexe. Une entropie faible signifie une répétition prévisible. Et il semble que les systèmes de symboles de l'ère glaciaire aient des niveaux d'entropie très proches des premières tablettes proto-cunéiformes. La quantité d'informations que ces gravures pouvaient stocker correspond donc à peu près aux premiers documents écrits des premières cités. Cela prouve que les humains n'ont pas inventé l'écriture de nulle part il y a 5000 ans. Ils ont en réalité passé des dizaines de milliers d'années à expérimenter des systèmes d'encodage symbolique, augmentant progressivement leur complexité jusqu'à l'invention de la véritable écriture. L'un des exemples les plus fascinants d'un tel message codé provient d'une grotte du sud-ouest de l'Allemagne. Les archéologues y ont découvert une petite figurine de mammouth sculptée dans de l'ivoire de défense, assez petite pour tenir dans la paume de la main. Une rangée nette de croix et de points gravés court le long de sa surface. Un autre objet, appelé l'adorant, est une fine plaquette d'ivoire trouvée dans une autre grotte allemande, ornée d'une étrange créature mythique mi-humaine, mi-lion. La figure s'étire vers le haut, comme si elle vénérait quelque chose. Et sur son corps, quelqu'un a gravé des rangées de petits points et d'encoches soigneusement espacés. Il y a aussi la célèbre sculpture de l'homme-lion. En observant le bras de près, on distingue des entailles régulièrement espacées le long du membre. Ces marques semblent intentionnelles, délibérées, presque rythmiques. Elles ressemblent moins à de la décoration qu'à des entrées dans un registre, ce qui fait de ces artefacts une sorte de clé USB en ivoire. Et puisque ces anciennes clés USB apparaissent dans différentes régions d'Allemagne et ailleurs en Europe, cela pourrait signifier que les humains de l'ère glaciaire partageaient ces messages symboliques sur d'immenses distances. Ces chasseurs-cueilleurs vivant à des milliers de kilomètres les uns des autres reconnaissaient probablement les mêmes motifs gravés sur des outils en os. Bien sûr, les scientifiques ignorent encore la signification exacte de ces symboles. Ils pourraient représenter des calendriers saisonniers, des cycles migratoires, des marqueurs de clans ou des concepts liés à des rituels. La découverte la plus importante pour l'instant n'est donc pas la traduction, mais la structure de ces signes qui fonctionnent comme un système. Ce système de codage n'est pas la seule preuve que des esprits anciens ont inventé des systèmes complexes bien avant l'arrivée des technologies modernes. Il existe une épaisse dalle ovale de calcaire dans un musée aux Pays-Bas. Des archéologues l'ont exhumée à la fin des années 1800 et ont supposé qu'il s'agissait d'un plateau de jeu romain. Le problème, c'est que personne n'arrivait à en comprendre les règles. Les lignes gravées ne correspondaient à aucun jeu antique connu. Ce n'est qu'en 2026 que des chercheurs ont enfin résolu le mystère grâce à l'intelligence artificielle. En observant la pierre de près, on remarque que certaines rainures sont légèrement plus profondes que d'autres. Cela signifie que des joueurs ont fait glisser des pièces le long de ces lignes à répétition, usant la pierre au fil du temps.
Des experts en conservation ont réalisé des scans 3D extrêmement détaillés de la surface du calcaire pour analyser ces traces d'usure. Ces scans révèlent des différences de profondeur plus fines qu'un cheveu humain. Chaque petite rainure est devenue un indice sur la façon dont les joueurs déplaçaient autrefois leurs pièces. L'équipe a ensuite fait appel à un système spécial de simulation de jeu par intelligence artificielle, conçu pour comprendre les jeux de plateau. Ils ont alimenté le système avec les règles d'environ 100 jeux historiques et lui ont demandé de tester des possibilités sur une copie numérique du plateau romain. L'IA a joué des milliers de parties simulées contre elle-même, essayant à chaque fois différentes combinaisons de règles. Pour chaque ensemble de règles, elle suivait les déplacements des pièces et comparait ses trajectoires aux traces d'usure sur la vraie pierre. Elle a répété ce processus environ 1000 fois par ensemble de règles, jusqu'à ce que certains motifs finissent par correspondre parfaitement. Le système a réduit toutes les possibilités à un petit groupe de jeux de blocage apparentés. Dans ce type de jeu de stratégie, 2 joueurs déplacent des pièces le long de parcours fixes, en essayant de piéger les pièces adverses dans des coins ou des impasses. Si vous avez déjà joué au morpion ou aux dames, vous comprenez le principe. Contrôlez l'espace, anticipez le prochain coup de l'adversaire et refermez le piège. Les simulations montrent que les Romains jouaient très probablement avec de petits jetons en verre, en os ou en céramique, glissant le long de ces rainures gravées. Et cette découverte est plus importante qu'on ne le pense. Les historiens croyaient que les jeux de blocage étaient apparus au début du Moyen-Âge européen, des siècles après la chute de l'Empire romain. Mais ce plateau de calcaire leur a montré que de tels jeux existaient près de 1000 ans plus tôt. Les joueurs romains disposaient donc de jeux de stratégie qui les aidaient à développer l'anticipation, la reconnaissance de schémas et la réflexion sur différentes combinaisons et possibilités. Voyageons maintenant encore plus loin dans le temps, bien avant les cités romaines et toute forme d'écriture. Notre destination, les gorges d'Olduvai, dans le nord de la Tanzanie, l'un des plus anciens sites archéologiques majeurs de la Terre. En 2025, des chercheurs étudiant la zone ont découvert quelque chose d'inattendu dans des sédiments anciens. Un ensemble d'outils fabriqués à partir d'os longs d'éléphants et d'hippopotames, datant d'environ 1,5 million d'années. Les scientifiques ont trouvé 27 outils en os, certains mesurant près de 38 cm, taillés en lames tranchantes. Les premiers humains les utilisaient très probablement sur des carcasses animales ou pour travailler des matériaux résistants. À première vue, il semble simple, mais il apparaît que les artisans les ont façonnés par percussion, le même procédé utilisé pour tailler les outils en pierre. La percussion consiste à frapper un matériau avec précision pour en détacher de petits éclats et former progressivement un tranchant. L'os se comporte très différemment de la pierre. Il contient du collagène, ce qui le rend légèrement souple et élastique. Si on frappe trop fort, il se brise de façon imprévisible. Trop doucement et rien ne se passe. Celui qui fabriquait ces outils comprenait donc le comportement du matériau. Il adaptait sa technique pour façonner l'os sans le détruire. Les archéologues pensent qu'Homo erectus, une espèce humaine primitive aux proportions corporelles proches des nôtres, a créé ces instruments. Il semble aussi que les artisans préféraient les os longs et épais, les parties les plus solides du squelette animal. Pour faire ce choix, il faut comprendre l'anatomie et la résistance des matériaux. Les ingénieurs d'aujourd'hui utilisent encore cette même logique pour choisir les matériaux de leurs machines. Quand on rassemble toutes ces découvertes, on constate que nos ancêtres ont conçu des systèmes, inventé des technologies, stocké des informations et joué à des jeux complexes bien avant l'apparition de la civilisation moderne. Nous ne sommes donc pas devenus intelligents du jour au lendemain. Nous construisons notre savoir depuis des dizaines de milliers d'années. Depuis que Platon a créé l'allégorie de l'Atlantide, l'humanité est fascinée par la possibilité de découvrir un jour une civilisation sous-marine florissante. Tu veux te joindre à nous pour visiter quelques sites sous-marins historiques? Voyons ce que nous pouvons comprendre de ces civilisations anciennes. Le premier sur notre liste est ce qu'on appelle le Stonehenge sous-marin. Les chercheurs ont récemment découvert un mystérieux amas de cairns qui s'étendent sur des kilomètres sous les eaux miroitantes du lac de Constance, aux frontières de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Autriche. Les archéologues ont commencé à fouiller ce site en 2015 et ne sont pas encore parvenus à cerner sa fonction précise. Ce qu'ils savent, c'est qu'il se trouve là 170 cairns de pierre fabriqués par l'homme s'étendant sur 20 km sous le lac. Les chercheurs affirment que c'est très probablement le fruit du travail combiné de plusieurs villages.
Ce site fut probablement utilisé dans un but collectif. Ces formations sont énormes, certaines d'entre elles faisant plusieurs mètres de large. La découverte la plus étonnante jusqu'à présent est que ce site daterait d'il y a environ 5500 ans. Maintenant, que faisions-nous, nous les humains, à cette époque ? Eh bien, nous vivions les meilleures années de ce que l'on appelle l'âge de pierre. Nous commencions à fabriquer des outils rudimentaires et à les utiliser pour chasser et manger. Peux-tu imaginer à quoi pouvaient ressembler tes couverts à l'époque ? Ce n'est pas une coïncidence si les scientifiques surnomment ce site le Stonehenge sous-marin. On pense que les deux sites ont été érigés à peu près à la même époque. Vois-tu, Stonehenge date d'environ 3100 ans avant notre ère. Les deux sites présentent la caractéristique commune d'être tous deux des monuments de pierre construits en cercle, sans parler du fait que les scientifiques n'ont pas non plus déterminé en quoi nos premiers ancêtres auraient pu ressentir le besoin de construire de telles structures. Le mystère du lac de Constance n'a pas encore été résolu. Qui étaient les habitants néolithiques de cette région ? Et dans quel but ont-ils déployé autant de travail et d'efforts pour construire cet immense site fait de roches ? Ensuite, nous t'emmenons faire un tour dans les îles Ryukyu, juste au large des côtes japonaises. Tu plonges dans les profondeurs de ce site archéologique, mais je dois te prévenir, les eaux de l'océan Pacifique sont loin d'être calmes. Il ne te faut pas longtemps avant d'apercevoir une immense structure, grâce à la lumière du soleil, qui éclaire les fonds marins. Au début, cela ressemble aux ruines du Machu Picchu qui se trouve à l'autre bout du globe, au Pérou. En t'approchant, tu commences lentement à distinguer ses contours. Une structure de forme pyramidale, des arches, des escaliers, ça aurait facilement pu être un palais ou un château. Pourrait-il s'agir d'un signe d'activité humaine ? Eh bien, ce que tu viens de voir est connu aujourd'hui sous le nom de structure sous-marine de Yonaguni. On l'appelle aussi l'Atlantide du Japon. Le complexe entier représente la taille de 5 terrains de football et la hauteur d'un bâtiment de 5 étages. Sa caractéristique la plus surprenante sont ses vastes terrasses. Les explorateurs et les scientifiques estiment que Yonaguni pourrait avoir 10 000 ans. Mais la question de savoir s'il s'agit d'une structure créée par l'homme ou d'une formation naturelle fait toujours l'objet de débats. Pour l'un des plus célèbres géologues marins du Japon, le professeur Masaaki Kimura, Yonaguni serait l'héritage d'une civilisation perdue. Il a lui-même plongé au fond de l'océan pour explorer ses ruines plus de 100 fois au cours des 10 dernières années. Selon lui, il y aurait des signes clairs d'activité humaine là-dessous. Sur la surface de cette structure, il y a une cavité de forme triangulaire qui est une caractéristique des fontaines de la région. Une tortue géante est aussi sculptée sur le côté est de la structure. Et selon Kimura, de pareilles tortues ont une signification culturelle importante. Plusieurs fragments d'outils en pierre ont été retrouvés sur le site et leur âge est estimé à environ 10 000 ans. Cependant, tous les scientifiques ne soutiennent pas cette théorie. Pour beaucoup, Yonaguni est le résultat de milliers d'années d'érosion. Le fait que le monument soit composé d'un seul rocher massif les pousse à croire qu'il ne serait pas d'origine humaine. Ses bords parfaitement définis et ses surfaces planes ressemblent à une formation naturelle d'Irlande du Nord, connue sous le nom de chaussée des géants. Les colonnes de basalte ont beau ressembler aux ruines d'un palais, elles seraient en fait le résultat de l'activité volcanique de la région. Maintenant, tu t'envoles pour la Grèce à 4 heures d'Athènes. Pour être précis, tu te trouves dans la péninsule du Péloponnèse. Tu dépoussières un vieux tuba et pars pour une excursion de plongée par une journée ensoleillée. Après un certain temps passé dans l'eau, tu commences à remarquer des motifs sur le fond marin. À 4 mètres sous la surface, les restes d'objets familiers commencent à apparaître un à un. Alors que tu continues de nager, ce qui semble être le contour d'une ville entière émerge devant tes yeux. Tu te demandes comment l'eau a pu engloutir toute la ville. Ces rochers sont parfaitement alignés dans ce qui semble être les fondations d'un bâtiment. Il s'agit de Pavlopétrie, une ville antique dont tu n'avais sûrement jamais entendu parler. Elle a été découverte par Nicolas Fleming, un océanographe britannique, alors qu'il était en vacances en Grèce. Il avait entendu des rumeurs concernant l'existence de Pavlopétrie et, en effet, a découvert plusieurs artefacts gisant sur les fonds marins. Il est retourné dans la région un an plus tard avec une équipe. Ils ont alors mis à jour un site rempli de tessons de poterie, d'amphores et d'outils. Cette pierre de cairn, par exemple, était un outil servant à moudre le grain.
Les multiples amphores indiquent que ce peuplement date du commencement de l'âge de bronze, il y a 5500 ans, lorsque les gens ont commencé à s'établir dans des villes. On pense que celle-ci aurait existé pendant plus de 2400 ans. Aujourd'hui, Pavlopetri est considérée comme la plus ancienne ville submergée jamais découverte. Et ce qui est impressionnant, c'est que ce n'était pas qu'un simple village, c'était une cité portuaire dynamique, avec des bâtiments de pierre, un marché, des rues et même des places. La prochaine étape de notre voyage est l'une des villes sous-marines les plus célèbres et qui a été transformée en parc archéologique. La ville de Port-Royal, en Jamaïque, n'existe plus que sous la surface. Mais en 1692, c'était l'un des comptoirs les plus riches de l'hémisphère ouest. Port-Royal était le centre de l'empire colonial britannique à l'époque et un important port d'attache qui attirait des gens de toute la région. C'était aussi le foyer des véritables pirates des Caraïbes. Le matin du 7 juin 1692, les habitants de Port-Royal ont connu un sort différent de tout ce qu'ils avaient pu prévoir. La ville s'est réveillée en tremblant. Les gens ont été jetés hors de leur lit par la puissance d'un terrible tremblement de terre d'une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter. Un survivant a raconté qu'il avait vu la terre se fendre et engloutir toute la ville. Ce qu'il a dit pourrait être vrai, car elle était principalement construite sur du sable. Le sol aurait avalé les bâtiments, les routes, les infrastructures, tout en somme. Des geysers sont entrés en éruption et, pour finir, des vagues aussi grandes que des immeubles de 10 étages se sont abattus sur la ville. Environ 13 hectares de la cité ont disparu sous les eaux. Étonnamment, la plupart de ces vestiges du XVIIe siècle sont encore en bon état sous 12 mètres d'eau. Les archéologues ont retrouvé des tavernes, des entrepôts, des cuisines et des établissements de loisirs divers et variés. Tu peux aussi y voir une grande statue de lion, un pont submergé et de nombreuses arches pittoresques. Bien sûr, nous avons gardé le meilleur pour la fin, l'Inde. Juste au large de ses côtes se trouve une autre merveille engloutie. Un site connu sous le nom de Cité perdue de Cambay se trouve dans le golfe du même nom. Elle est restée cachée jusqu'en 2001, lorsque l'Institut national des technologies océaniques a entrepris de cartographier ses eaux. Grâce à la technologie sonar, qui envoie des ondes sonores contre les fonds marins, ils ont découvert une chose qui reposait loin en dessous de la surface. L'imagerie a révélé des formes géométriques bien définies, réparties sur une étendue de 8 km. Ces vestiges dateraient de plus de 9500 ans, ce qui signifie que cette civilisation a été engloutie aux environs de la fin de l'ère glaciaire. Les débris récupérés sur ce site comprenaient des matériaux de construction, des poteries, des perles, des structures et même des ossements. Les scientifiques débattent encore pour savoir si ces artefacts proviennent bel et bien du site même. Mais si tel était le cas, alors la cité perdue de Cambay pourrait être l'une des plus anciennes cités au monde. Eridu, une mégapole antérieure à la première civilisation connue et plus ancienne que les pyramides de Gizeh, gisait enfouie dans les sables du désert mésopotamien depuis plus de 2000 ans. Une découverte scientifique récente bouleverse désormais nos connaissances sur cette cité antique. Les chercheurs ont mis au jour plus de 4000 canaux autour d'Eridu, qui alimentaient en eau plus de 700 fermes exploitées entre le 6e et le début du 1er millénaire avant notre ère. Eridu fut fondée vers 5400 avant Jésus-Christ et fut la ville des premiers rois, ainsi que la première cité historique selon la liste royale sumérienne, ce texte ancien gravé sur une tablette d'argile. Les anciens Sumériens croyaient que cette ville avait été créée par les dieux lorsqu'ils décidèrent de s'établir sur Terre. Eridu occupe une place si importante dans les mythes et légendes sumériens qu'on finit par la considérer, à un certain moment, comme un lieu purement mythique. Le mythe le plus célèbre raconte que les cieux furent courroucés par le tumulte des humains et qu'ils envoyèrent un grand déluge pour les anéantir. Une étude récente a révélé que l'Euphrate constituait la source d'eau de l'ensemble de la cité. Les chercheurs ont cartographié les vestiges du paysage ancien et identifié un réseau sophistiqué de canaux d'irrigation artificielle. Ils ont découvert 200 canaux principaux captant l'eau de l'Euphrate, lesquels alimentaient à leur tour 4000 canaux secondaires. L'équipe a mobilisé images satellitaires, vues par drone, analyse des sols, anciens registres et technologies de télédétection pour en dresser la cartographie complète. Les 700 fermes bénéficiaires
présentaient des superficies variées, allant de 460 à plus de 18 000 mètres carrés. Les canaux principaux mesuraient de près de 1000 mètres de long, certains s'étendant sur plus de 8 km, tandis que les plus petits pouvaient en atteindre que 10 mètres. En Mésopotamie, les rivières constituaient la principale source d'eau pour l'agriculture, obligeant les cultivateurs à maîtriser l'art d'acheminer l'eau depuis le fleuve jusqu'à leurs champs. Tout débuta par des techniques rudimentaires, telles que le creusement de petites rigoles, mais au fil des générations, ils apprirent à édifier d'immenses canaux atteignant parfois 100 km de long. L'Euphrate lui-même facilitait leur tâche. L'eau descendait naturellement le long de ces berges surélevées, et les brèches naturelles la laissaient s'épancher sur les terres voisines. Les chercheurs ignorent à quelle époque chaque canal fut utilisé, et il paraît improbable que les 4200 canaux aient fonctionné simultanément durant cette vaste période. Eridu fut jadis un centre religieux et commercial d'une grande importance, grâce à sa position stratégique sur le golfe Persique. Son économie reposait essentiellement sur la pêche, rendue possible par les eaux de l'Euphrate. Les chercheurs y ont découvert des filets et des poids de pêche, ainsi que des ballots entiers de poissons séchés. On y a également trouvé des modèles de bateaux en roseau, première preuve matérielle connue de navires construits par l'homme. La cité prospéra jusqu'à son abandon, vers 600 avant notre ère, pour une raison que les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer. Les habitants, tout comme les pèlerins et marchands de passage, avaient épuisé les ressources locales et durent laisser la terre se régénérer à plusieurs reprises avant de partir définitivement. Cela coïncida avec le moment où l'Euphrate changea de cours, privant la ville de sa source vitale d'eau. Bien des siècles plus tard, en 1854, un fonctionnaire britannique nommé John George Taylor fut envoyé en mission dans la région afin d'examiner un site isolé, Tel Abu Shahrain, constitué d'un ensemble de monticules appelés Tels, vestiges d'anciens peuplements humains. D'abord, Taylor demeura peu impressionné. Il espérait tomber sur des trouvailles majeures, telles que des statues, des inscriptions ou les ruines de temples et de palais. Faute de temps, il ne découvrit que des murs, des drains, des plateformes de pierre et des fragments de colonnes en calcaire ornés de minuscules cônes en mosaïque. Il ignorait alors que ces monticules apparemment sans intérêt abritaient l'une des plus anciennes cités terrestres, Eridu. L'intérêt du British Museum fut immédiat, mais les premières fouilles de grande ampleur ne débutèrent qu'en 1946. Les autorités irakiennes s'y impliquèrent activement, espérant éclairer les origines les plus anciennes de l'histoire mésopotamienne. Les archéologues se concentrèrent alors sur le monticule 1, un vaste tel atteignant la hauteur d'un immeuble de 8 étages. Ils mirent rapidement au jour une portion d'une pyramide à degrés inachevés, une ziggourate datant de la fin du 3e millénaire avant notre ère. En approfondissant les fouilles, ils révélèrent des strates de vie humaine remontant de plus en plus loin dans le passé. Certaines couches appartenaient à la période d'Uruk, d'autres à une époque encore antérieure aux Sumériens, appelée protohistoire. Dans ces niveaux inférieurs, ils découvrirent plusieurs reconstructions successives du temple d'Anki, la divinité tutélaire de la cité. Ce sanctuaire fut rebâti maintes fois durant plus de 2 millénaires. Chaque effondrement donnait lieu à une nouvelle construction, plus vaste et plus majestueuse que la précédente. À partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère, les temples d'Eridu prirent une ampleur monumentale, dépassant en sophistication toutes les réalisations humaines antérieures. Parallèlement, la société se complexifia, marquée par l'apparition de classes sociales distinctes. Finalement, les habitants cessèrent de reconstruire le temple et érigèrent, vers 2100 avant notre ère, une pyramide à degrés sur les ruines. Bien qu'Eridu eût décliné, elle conserva sans doute un rôle majeur en tant que site sacré. Les fouilles ont révélé de la poterie datant des 2e et 1er siècles avant Jésus-Christ, sans trace d'habitations alentours. Les Sumériens furent, sans conteste, un peuple d'une ingéniosité remarquable. Vers 1500 avant notre ère, ils inventèrent la charrue semoir, un instrument permettant de labourer et d'ensemencer simultanément, tiré par des bêtes de somme telles que les bœufs. Cet outil était même accompagné d'instructions précises. L'almanach du fermier sumérien prodiguait des conseils sur l'art d'accroître les récoltes grâce à un labour et une irrigation bien maîtrisée. Ces méthodes agricoles ingénieuses permirent de nourrir davantage de personnes, favorisant la croissance des cités, l'émergence d'un pouvoir organisé et un approfondissement de la vie religieuse. À mesure que leur ville prospérait, les Sumériens développèrent aussi leur savoir en écriture, en mathématiques et en spiritualité,
il y a 5000 ans, ils avaient déjà mis au point le cunéiforme, l'un des tout premiers systèmes d'écriture de l'humanité. Une autre découverte récente, issue de la même région du monde, démontre que la bureaucratie existait déjà il y a 4 millénaires. Les archéologues ont exhumé d'anciennes tablettes administratives dans une autre cité sumérienne, Girsu. Ces tablettes d'argile constituent la plus ancienne preuve tangible connue du tout premier empire au monde, l'empire d'Akkad. Elles furent retrouvées dans un bâtiment d'archives d'État en briques crues, divisé en plusieurs salles qui servaient vraisemblablement de bureaux. Avant cette découverte, le fonctionnement interne de cet empire, le premier répertorié dans l'histoire, rappelons-le, demeurait obscur. Mais, grâce aux fouilles menées à Girsu, les chercheurs disposent désormais de preuves claires et irréfutables de l'existence d'un système administratif élaboré. Ces documents consignaient tout, livraison, dépenses et inventaire, des poissons et moutons jusqu'aux grains, tissus et pierres précieuses. Ils comportent également des registres de population mentionnant les noms, âges et métiers des hommes, des femmes et des enfants. Une forme primitive de recensement. Ces données ont révélé que les femmes occupaient une place essentielle dans la société akkadienne. Certaines femmes occupèrent des positions d'influence, telles que celles de grandes prêtresses. Les tablettes révèlent aussi une large variété de métiers. Des artisans qualifiés comme les tailleurs de pierre aux travailleurs plus modestes, tels que les balayeurs des temples. Certaines contiennent même des plans de bâtiments, des schémas de champs et des cartes de canaux, preuve que l'Empire disposait d'une organisation et d'une planification très structurée. La cité finit toutefois par se révolter et conquérir son indépendance, mettant fin à 150 ans de domination akkadienne. Aujourd'hui, les chercheurs nettoient et traduisent ces tablettes pour en saisir tout le sens. Ces nouvelles découvertes remplacent les théories anciennes et offrent une vision plus exacte du pouvoir et du système administratif de l'Empire d'Akkad.